Je vais commencer par me présenter de manière très égoïste. Donc, je m'appelle Camille Polony, je suis journaliste à Mediapart dans la vie, mais je suis aussi administratrice du Fonds pour une presse libre, et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Le Fonds pour une presse libre, c'est un fonds de dotation qui détient à 100% le capital de Mediapart, donc qui est le propriétaire de Mediapart, qui n'a plus aujourd'hui d'actionnaire extérieur et qui est complètement indépendant financièrement grâce à ce fonds. Et c'est aussi un fonds d'intérêt général qui contribue au financement de médias qui demandent des subventions pour obtenir des fonds et réaliser des projets. Donc chaque année, il y a une campagne de dons au fonds pour une presse libre qui permet ensuite de financer les projets des médias qui candidatent à notre appel à projet. Aujourd'hui, on va vous parler avec toutes les personnes qui sont là des procès bâillons, c'est-à-dire de la pratique qui consiste généralement pour des grandes entreprises, mais ça peut être aussi pour des particuliers, à essayer de faire taire des journalistes d'investigation, des médias d'investigation et d'empêcher des enquêtes les visant en lançant des procédures nombreuses, coûteuses, envers les journalistes qui parlent d'eux et qui enquêtent sur eux. Donc à ma gauche, nous avons Leila Mignano, qui est journaliste et qui aujourd'hui est là pour représenter Disclose, le média Disclose. Nous avons ensuite Sophie Legal, qui est rédactrice en chef de Cache Investigation sur France Télévisions, et Antoine Champagne, qui est rédacteur en chef de Reflet. Alors je vais vous laisser vous présenter peut-être individuellement et expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes chacun concerné par ces procès bâillons et ce que vous pouvez nous en dire de votre propre expérience. Alors je fais un peu dans l'ordre, il y a un deuxième micro. Je ne sais pas, peut-être que Sophie, si tu veux commencer. Oui, donc moi effectivement, ouais, ça marche. Donc moi je suis rédactrice en chef de l'émission. J'ai été aussi réalisatrice dans cette émission avant d'être chef. Nous effectivement, si on regarde comme ça, on se dit on n'a jamais été condamné, donc on se dit finalement on n'a pas tant que ça de procédure. Mais c'est vrai qu'en réalité, on reçoit énormément de courriers de menaces d'avocats tout au long de nos enquêtes, qui finalement aboutissent à peu de procédures, mais ça raconte bien en fait la pression permanente qui est mise en fait sur les journalistes d'investigation. Donc nous, surtout économiquement en fait, qui est une pression en fait dès le démarrage de l'enquête, même quand vous envoyez simplement des questions. Vous pouvez recevoir une lettre vous disant on peut aussi vous attaquer. Donc voilà, donc c'est une pression qui est constante et puis qui peut, après on rentrera dans les détails, mais se matérialiser par des référés, donc pour interdire des diffusions avant l'antenne, ou par des procédures après. Par exemple, ça peut être aussi des saisines de comités d'éthique, des saisines de l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA. Donc on a toute une panoplie de choses qui peuvent nous arriver juridiquement et voilà, et ça nous prend quand même un certain temps à gérer tout ça, en plus de notre travail de journaliste au final. Avec la spécificité d'être une télévision, donc avec des contraintes particulières liées à l'ARCOM dont tu parlais. C'est ça. D'être le service public, ce qui implique aussi des différences peut-être avec les autres personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et enfin, d'être aussi dans un groupe qui, pour le coup, a un financement solide, ce qui n'est pas le cas de tous les médias qu'on représente aujourd'hui. Alors, nous, notre spécificité, c'est qu'on vend Cache Investigation à France 2, mais on est quand même une agence de presse indépendante, donc on est une TPE, en fait, au final. Donc effectivement, les budgets sont confortables, on a les moyens de travailler, mais si par exemple, je pense notamment à l'affaire des LuxLeaks, où on a eu le Luxembourg qui nous a attaqués, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc voilà, donc la pression, elle est bien là, même si heureusement, on a l'assise quand même, et puis on a France Télévisions derrière, quoi. Antoine, peut-être Bonjour, donc nous, chez Reflet, on a une série de procès en cours avec un milliardaire qui s'appelle Patrick Drahi, parce qu'on a un petit peu révélé les documents internes de son entreprise qui avaient été piratés par des pirates russes et diffusés sur Internet. Donc voilà, on a un peu récupéré tout ça et on a enquêté. Ça ne lui a pas plu du tout. Donc il a déclenché un certain nombre de procédures qui sont pour partie encore en cours. On a gagné la première manche, mais c'est pas fini. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce que vous avez révélé grâce à ces fuites et grâce à ces documents ? Alors en fait, il y a toute une série d'articles qui sont en libre accès, si vous voulez, chez Street Press et Blast, avec qui on s'est associé pour traiter ces sujets-là, et puis qui sont aussi présents sur notre site.
Grosso modo, je pense que s'il fallait résumer, c'est compliqué. Il y a 450 000 à peu près, 450 000 documents, dont certains font plusieurs centaines de pages. Donc il y a, je pense, de quoi écrire pour 10 ans. Mais si on veut résumer, on va dire que ce qui ressort de ce leak, en fait, c'est la première fois qu'on peut regarder au microscope la façon dont fonctionne l'empire d'un des milliardaires qui, en plus, est un gros patron de presse, puisqu'il est propriétaire de BFM notamment, I24 News. On voit une chose qui ressort vraiment, c'est une espèce de recherche absolument frénétique d'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'il ne fait rien, il n'investit pas 1 euro sans soumettre à toute une série d'équipes de fiscalistes le projet en disant ben voilà, comment on fait pour éviter de payer des impôts. Où est-ce qu'on va en payer le moins et quel sera le montage financier le plus avantageux, le plus malin pour ne pas payer d'impôts. C'est à tel point que quand il achète de l'art pour grosso modo pas loin d'1 milliard d'euros, il va laisser des œuvres d'art qui sont majeures, de très grands artistes. Il va les laisser dans des caisses en bois, dans un port-franc enfermé dans un coffre-fort pour ne pas payer d'impôts, en fait, parce que s'il le fait sortir du port-franc, il va falloir qu'il paye de la TVA. Donc en gros, ce sont des œuvres d'art qui ne seront jamais vues, ni même par lui, puisqu'elles sont enfermées. Enfin, vous voyez le délire. Ok, donc on a dit que les auteurs de procès Bayon, les plaignants dans les procès Bayon peuvent être des grands groupes industriels, économiques. Ça peut aussi être des hommes d'affaires à titre individuel. Mais Leïla, toi, tu as une expérience un petit peu différente et tes propres procès Bayon avec Disclose donnent une autre ambiance. Oui, donc la particularité avec Disclose, c'est qu'effectivement, on est comme les autres menacés de poursuites en diffamation. Donc c'est assez classique pour des journalistes. C'est du droit de la presse qui est en général assez protecteur. Sauf que la nouveauté avec Disclose, c'est qu'on est attaqué personnellement en direct par le ministère de la Défense pour ce qu'on appelle la compromission du secret de la défense. Donc du coup, c'est des procédures pénales à titre individuel. Donc on va attaquer les journalistes Leïla Minano, Mathias de Staël, Geoffrey Livolzi, qui vont être convoqués par le parquet antiterroriste. Effectivement, le mot peut faire peur et ça fait très peur. Donc on est reçu dans l'équivalent d'une cave en dessous de la préfecture avec des personnes donc, du renseignement militaire et qui sont là pour vous poser des questions à titre personnel. Et donc, je ne sais pas si on rentrera dans le détail, mais pour nous, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, puisqu'on ne va pas vous poser des questions sur la vérité de ce que vous avez pu écrire, sur une réputation de telle personne que vous auriez pu salir. En revanche, on va vous poser des questions sur vos idées politiques, sur ce que vous avez pu poster sur les réseaux sociaux. Ah tiens, à telle date, vous aviez tweeté telle chose. Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre tel gouvernement ? Et là, vous avez une adresse email ProtonMail. Donc ProtonMail qui est un serveur sécurisé, qui a un serveur sécurisé. Voilà, on va faire des recherches à titre personnel sur vous. On va vous le faire comprendre très clairement, et donc on sort un peu du cadre, on sort même carrément du cadre du droit de la presse. Donc on a une première procédure en 2020 suite à la publication d'une enquête sur la vente d'armes au Yémen. Donc elle est restée ouverte pendant 9 mois. Donc pendant 9 mois, on a eu cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc la compromission du secret de la défense, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc du coup, c'est pas une petite peine, c'est beaucoup d'argent potentiellement. Et cette enquête a fini par se clore sans rien. C'est-à-dire que vu que c'est le parquet antiterroriste, on n'a eu absolument accès à aucune des pièces, aucune des procès-verbaux. On ne sait pas ce qu'ils ont recherché, on ne sait pas ce qu'ils ont été voir dans nos mails. On ne sait pas ce qu'ils ont récolté comme information sur nous, sur les réseaux sociaux. Enfin bon, tout ça, on l'ignore puisqu'on est devant le parquet antiterroriste. Et une nouvelle procédure à l'encontre de Disclose et donc du coup de ces journalistes a été ouverte. Donc cette fois-ci en 2022, suite à la publication de l'enquête Egypte Paper.
Et donc, du coup, suite à cette enquête, donc pareil, on était sur 8-9 mois d'enquête, sauf que la particularité, là, c'est qu'une instruction a été ouverte. Donc là, on sait depuis 3 jours que depuis juillet, depuis cet été, il y a une enquête qui est ouverte, donc une instruction qui est ouverte, un juge d'instruction du parquet antiterroriste qui enquête actuellement. Donc c'est une plainte contre X, donc pour l'instant c'est pas directement les journalistes, etc. On n'a pas été encore entendu, mais effectivement c'est des enquêtes qui sont particulièrement inquiétantes pour leurs auteurs et leurs autrices. Pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Leïla, Leïla disait que ces procédures-là, qui visent la compromission du secret défense, visent personnellement les journalistes, c'est-à-dire qu'elle les sort en quelque sorte de leur fonction pour les viser en tant que personnes physiques, alors que le droit de la presse, dont on parle généralement quand on parle des procès qui visent la presse, c'est-à-dire diffamation, injure, etc., sont en fait dirigés à l'encontre du directeur de la publication, du média, qui a publié les informations en question. Et le journaliste auteur de l'article, autrice de l'article, n'est que le ou la complice de son directeur de la publication et risque donc beaucoup moins. C'est notamment pour cela qu'on dit que le droit de la presse est protecteur, parce qu'il instaure une forme de régime spécial où la responsabilité individuelle est un petit peu diluée au profit de la responsabilité du média en tant que tel. Et également parce que la jurisprudence, les décisions qui se sont accumulées depuis des années, depuis la loi de 1881 sur la presse, sont plutôt favorables à la liberté de la presse et ont tendance à ne pas... à condamner en dernier ressort les journalistes s'ils ont vraiment commis une faute. Pour compléter ce premier tour de table, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe à Mediapart, vous trouverez sur le site l'équivalent PDF de cette petite brochure sur nos 15 ans. Comme chaque année, en fait, on a publié nos comptes annuels et dedans, il y a des éléments sur les procédures en justice. Sachez qu'en moyenne, chaque année, Mediapart dépense 200 000 € de frais d'avocat et de justice pour pouvoir se défendre contre les procès qu'on nous intente. C'est-à-dire qu'une personne qui se plaint, de toute façon, a le droit de se plaindre, c'est normal, ça va jusque devant un juge, éventuellement devant un tribunal. Et ça, par contre, ça engage des frais pour le média qui se défend. Et depuis les 15 ans depuis 15 ans que Mediapart existe, il y a eu à peu près 300 procédures judiciaires qui ont été lancées contre nous, avec une petite proportion de condamnations, c'est-à-dire 5 condamnations définitives à ce jour. On va peut-être revenir à toi, Sophie, et à ce que tu nous expliques un petit peu dans l'élaboration d'un numéro de Cache Investigation, à quel moment clé, j'imagine que c'est au moment de ce qu'on appelle le contradictoire, donc c'est au moment où, à force d'enquêter sur quelqu'un, sur quelque chose, on va confronter les éléments de notre enquête à la personne qui est mise en cause par l'enquête. Donc dans ce cas-là, j'imagine que ça commence à frémir un petit peu du côté des avocats des personnes mises en cause, et puis peut-être nous donner 2-3 exemples de ce qui peut se passer dans ce cas-là et de comment vous arrivez à dénouer la situation jusqu'à la parution de votre enquête. Alors effectivement, tout à l'heure, je disais, même envoyer des questions, ça peut susciter une lettre d'avocat qui vous menace de procès. Par exemple, c'est arrivé dans l'enquête qu'on avait fait sur McDonald's, où il refusait l'interview, le principe de l'interview. Donc, à partir du moment où il refuse le principe de l'interview, on envoie notre liste de questions. Et donc, on reçoit un courrier d'un avocat qui est assez bien connu d'ailleurs dans les procédures Bayon, c'est quelqu'un qu'on retrouve assez régulièrement, qui nous dit « Vous avez posé 24 questions, on se réserve le droit de vous attaquer ». Donc, bon, nous, on a l'habitude de gérer ça, mais c'est quand même un truc un peu étrange de recevoir ce genre de lettres juste parce que vous posez des questions. Sachant qu'il faut savoir que nous, moi, par exemple, mon avocate de l'émission, je pense, téléphone tous les jours. Et par exemple, les questions, elles sont écrites par le journaliste et moi, et ensuite elles sont validées par notre avocate pour être sûr qu'il n'y a pas une seule question qui pourrait être diffamatoire. Donc, on est déjà, nous, dans un truc qui est bordé de chez bordé. Donc, quand vous recevez ça, vous savez simplement que vous n'avez aucune question diffamatoire, mais c'est de l'intimidation. Donc, tranquillement, on répond. Donc, en général, c'est des allers-retours infinis. Je ne sais pas combien de mails on peut échanger avant diffusion, parce que le principe, c'est d'avoir toujours le dernier mot des deux côtés. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et puis, en fait, là, typiquement, par exemple, on n'est pas attaqué parce qu'en fait, on ne peut pas être attaqué. Parce que c'est ce que tu disais, c'est un droit, le droit de la presse est assez protecteur, heureusement. Donc effectivement, je pense que ce sont des entreprises qui sont aussi très bien conseillées par des avocats, qui regardent nos reportages et qui leur disent « bon, non, là, il n'y a pas matière à attaquer ». Parce que ça, quand je disais l'avocat vient pour évidemment valider tous nos contradictoires, etc., ça c'est une étape. Mais nous, par exemple, quand on a fini notre montage,
On le fait valider par notre avocate, par le service juridique de France 2, elles vont le regarder 3 fois, on va leur donner tout le commentaire écrit. Chaque mot va être pesé. À chaque fois, ils vont nous demander sur quel document vous vous basez. Ah oui, mais alors si tu dis ça, on peut plus le dire comme ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est un travail de fond juridique avant la diffusion. Donc forcément, ça limite les procédures. Mais c'est vrai que ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que comme justement, ils se rendent compte qu'en diffamation, ils vont perdre, et puis finalement, eux, en termes d'image, c'est mauvais de perdre. Donc, ils vont utiliser d'autres moyens, par exemple saisir l'ARCOM, saisir les comités d'éthique. Et là, pour nous, c'est à la limite, on va dire, plus compliqué, notamment un comité d'éthique, parce que là, vous n'avez même pas en face de vous des magistrats qui connaissent le droit de la presse. Donc, on est dans des zones complètement floues, grises, et vous pouvez effectivement être déjugé sur des enquêtes où vous estimez que vous n'avez pas à être déjugé, et un juge ne vous aurait jamais déjugé. Qu'est-ce qu'attendent les plaignants, on va dire, en tout cas les personnes mises en cause, en saisissant le comité d'éthique? Que le comité d'éthique de votre propre chaîne vous dise vous avez mal travaillé? Alors, de notre propre chaîne, alors en plus, c'est ça le terme comité d'éthique pour les gens. Si vous avez effectivement le comité d'éthique des juges cache investigation, vous vous dites, ah bah merde, ils ont quand même fait une sacrée connerie, quoi, pour que leur propre comité d'éthique les déjuge. En fait, déjà, il faut savoir que ça a été mis en place après la loi Bloch, soi-disant pour protéger les journalistes. Bon, alors ça dépend où, mais ils sont parfois mal utilisés, que dans les médias audiovisuels. Hein, donc, il n'y a que la télé et la radio qui est soumis à ça. Et nous, clairement, enfin, je peux vous raconter comment on a été amené à les connaître, ce comité d'éthique. C'est juste ahurissant. Je relisais les documents ce matin et je me disais, mais comment c'est possible, quoi? C'est-à-dire qu'on a fait en fait une enquête sur l'égalité homme-femme, où on révélait, mais ce qui n'était pas non plus une révélation de dingue, hein, c'est qu'il y avait un écart salarial à la caisse d'épargne de 18% entre les hommes et les femmes. Waouh! Donc, en fait, comment on arrive à ce chiffre? On prend des bilans sociaux, qui sont des chiffres de la caisse d'épargne, et on fait des règles de 3, enfin, c'est des calculs assez simples à faire, et on arrive à 18% d'écart. Donc, nous, on ose écrire que la caisse d'épargne a un écart salarial de 18%. Jusque-là, vous n'imaginez pas que ça va entraîner des procédures derrière. On demande à la caisse d'épargne quelle est votre lecture, parce qu'évidemment, ils refusent une interview de ces 18%. Et là, ils nous disent, non, l'écart salarial est de 1%. OK. Alors, on regarde les bilans sociaux. Donc, il fallait quand même voir que le salaire annuel moyen d'une femme, c'était 47 000 € et d'un homme, 55 000 €. Donc, vous ne voyez pas comment ça peut être possible, 20%. Eh bien, dans un souci de contradictoire, nous, on dit quand même que pour la caisse d'épargne, c'est 1%. Donc, on respecte le contradictoire. On donne aussi leur version des faits. Donc, évidemment, devant la justice, on n'aurait jamais pu perdre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi le comité d'éthique. Et là, on s'est retrouvés à leur expliquer, à faire auditionner des experts comptables spécialisés dans ce genre de domaine qui leur disaient, bah non, Cache Investigation a raison, c'est 18%, etc. Mais ils ont quand même trouvé que notre chiffre était fallacieux et que le chiffre de 1%, finalement, valait aussi le 18%. Enfin, vous voyez, des trucs ahurissants. Mais sauf que, en fait, ça peut se prêter à sourire, mais là où nous, ça nous fait pas du tout rire, c'est qu'en fait, après, il y a eu des confrères, par exemple Challenge, qui a fait un papier pour dire qu'en fait, notre travail avait été jugé tendancieux. Parce que c'est ça, vous avez aussi toute une certaine presse qui va relayer, c'est clairement pour nous salir, et du coup, il y a une petite musique qui peut s'instaurer de, vous avez vu, leurs chiffres ne sont pas si sérieux que ça, etc. Alors que ce chiffre de 18%, enfin, un écart salarial, ça se calcule de la même manière partout. On a montré comment on l'avait calculé, qu'on se basait sur des chiffres officiels. Et c'est comme ça qu'on peut aussi abîmer une réputation d'un média. Et les procédures bâillons, c'est aussi ça. C'est vous empêcher de parler, mais c'est aussi par la suite vous discréditer, en fait. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la pression financière que ça peut représenter, de devoir s'occuper de tout ça, de la charge mentale aussi, puisque parler avec une avocate tous les jours pour mettre au point des réponses, c'est un peu pénible. Leïla, est-ce qu'à Disclose, vous procédez de la même façon, sachant que vous travaillez quand même beaucoup sur les questions de défense? Est-ce que vos papiers sont relus par des avocats? Est-ce que vous prenez ces précautions-là face à des adversaires qui, pour le coup, sont étatiques et pourraient vous reprocher de ne pas avoir respecté les formes avant de publier? Je crois qu'on arrive chez tout le monde, hein, enfin, quiconque fait de l'investigation, à une judiciarisation qui devient de plus en plus extrême. Là, on parle du ministère de la Défense, mais récemment, c'était toujours en cours d'ailleurs, on travaille sur une série qui s'appelle Perenco Files,
et sur lesquels les menaces de diffamation, mais pas seulement sur l'industriel, le pétrolier en particulier, mais aussi sur la ministre Agnès Pannier-Runacher, dont on avait dévoilé les intérêts en octobre, les menaces sont si sérieuses qu'on est obligé de faire relire nos papiers par des avocats. Quelque chose qu'effectivement, il y a quelques années de ça, peut-être qu'on n'aurait pas fait. Et on est obligé de discuter de chaque terme avec nos propres avocats qui sont là pour défendre nos intérêts. Hein. Mais le fait est qu'on est là à discuter des virgules, non plus avec un rédacteur en chef, une rédactrice en chef, mais avec un avocat. Pareil, on va envoyer, dans ce que vous avez expliqué, le contradictoire, donc les questions avant parution, on demande à la personne mise en cause de s'expliquer, on va faire valider ça par des avocats. À chaque convocation devant le renseignement militaire, on est avec un avocat. À chaque réponse, notre avocat, c'est notre garde du corps, en fait. C'est impressionnant. Vous pouvez développer une relation personnelle avec votre avocat qui est incroyable. Et donc, du coup, effectivement, on arrive à une judiciarisation très importante parce que la pression politique, la pression financière qui pourrait s'exercer en cas même de décrédibilisation, enfin, puisque perdre des procès comme ça, c'est aussi un problème pour des médias comme les nôtres, qui sont des médias qui jouent sur l'investigation, qui sont là sur les révélations. Donc on ne peut pas se permettre de prendre effectivement des remarques comme tu as pu l'avoir, qui décrédibilisent le travail de toute une équipe de journalistes. Donc on y va, on essaye de se protéger. Mais au final, je ne sais pas si c'est tellement pour le mieux. Puisque peut-être qu'à des moments donnés, on recule là où on ne doit pas reculer. Je vais vous parler d'un exemple très clair, par exemple sur l'avant-dernier épisode de Perenco Files, sur le terme évasion fiscale. À la fin, on a conclu qu'il ne fallait pas employer le mot évasion fiscale, mais le mot d'optimisation fiscale, alors qu'il s'agissait d'évasion fiscale. On ne parlait pas de fraude fiscale, mais discussion après discussion, alors que bon... je veux dire, le droit était là, on n'inventait pas une histoire, on a dû reculer. Et donc effectivement, je pense que cette pression judiciaire a non seulement des effets concrets tous les jours, une pression financière, mais sur le long terme, pour les journalistes, les font reculer là où il n'y a pas lieu de reculer. Alors l'un des points communs entre tous nos médias, c'est aussi que quelle que soit leur situation financière, quelle que soit leur taille, ils sont tout petits par rapport à la fortune ou aux moyens des gens et des institutions qui peuvent les attaquer. Antoine, j'en reviens un petit peu à ton histoire avec Patrick Drahi, qui est une histoire personnelle, ou d'un moment aussi comme celle des relations avec vos avocats. Comment on fait quand Patrick Drahi n'est pas content contre toi, contre ton média, alors que c'est une petite structure ? Alors on est un peu embêté, on savait où on allait quand même, hein, mais on est un peu embêté quand même. Pourquoi ? Parce que Reflet, c'est un tout petit média avec des tout petits revenus, et en face on a Patrick Drahi qui lui, en fait, on a compris avec ses documents que son unité de mesure, c'est le milliard. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un deal, c'est autour de 1 milliard. Quand le fisc suisse lui réclame de l'argent pour un redressement fiscal parce qu'il a un petit peu joué avec eux, donc, et que les Suisses l'attaquent, c'est quand même un peu énorme sur des histoires de fiscalité, il lui réclame 7 milliards. Donc vous voyez qu'on est dans des chiffres. Alors 7 milliards, on se dit qu'est-ce que c'est 7 milliards ? Personne ne se rend compte en fait, ou 1 milliard. Il suffit de prendre une échelle. Le gouvernement est en train d'imposer aux Français de travailler 2 ans de plus, à tous les Français de travailler 2 ans de plus, pour, semble-t-il, essayer de trouver 17 milliards. Voilà. Donc on a en face quelqu'un qui a des moyens énormes, donc on ne peut même pas essayer d'avoir une approche rationnelle du truc, parce que sinon on arrête tout en fait. Donc j'avais dit dans une conférence qu'on était devant des élèves journalistes, j'avais dit qu'on était un peu des kamikazes, et une journaliste du Monde qui était là m'avait dit attention, les kamikazes ils meurent à la fin. Donc oui, non, on n'est pas vraiment kamikazes, mais on part sur des trucs où on sait que le risque est énorme. Alors après, on a fait un appel aux dons qui a permis de financer ces frais de justice. Donc pour Patrick Drahi,
si je mets tout compris, avocats, frais de huissier, d'avocats qui représentent notre avocat parce qu'il nous attaque dans des tribunaux un peu entre guillemets éloignés, où notre avocat ne peut pas plaider. Donc grosso modo, on est autour de 25 000 euros juste sur deux procès, un procès en première instance et un procès en appel. Donc vous voyez que pour un tout petit média, c'est énorme en fait. Avec Patrick Drahi, vous avez expérimenté une nouveauté qui était la censure préalable. On va peut-être en parler un petit peu, d'autant que c'est quelque chose qui nous touche aussi. Oui, alors comment ça s'est passé cette censure préalable? Un article de Reflet, enfin des articles de Reflet qui auraient pu exister ont été interdits à l'avance. Oui, alors ça c'était sans tenir compte de notre côté kamikaze, mais oui. En gros, Patrick Drahi avec son avocat, a en fait contourné le droit de la presse. C'est-à-dire qu'il est venu nous chercher d'abord en référé. C'est une procédure accélérée où on demande à ce qu'une action soit faite par la justice pour stopper un danger imminent, quelque chose d'imminent. Donc ils sont allés voir le tribunal de commerce en disant « Ouh là là, ce journal qui est complice des pirates a violé le secret des affaires ». Bon, on avait écrit à l'époque, je crois, 4 ou 5 articles. Et donc il faut retirer ces articles d'Internet. Ce qui est une mauvaise idée, hein, ce qui a l'effet Streisand, c'est pas une bonne idée. Il faut interdire à ce journal de publier de nouveaux articles. Donc le juge son tribunal de commerce, l'affaire juste avant, c'était un cafetier qui n'avait pas payé ses fûts de bière à Heineken. Et donc nous, on arrive après avec notre histoire de Drahi. C'était un peu surréaliste et le juge dit « Oh là là, c'est un référé, c'est le premier de ma carrière, puis ça a l'air d'une grosse affaire. » Bon, alors on était contents et donc il décide après, après c'est quand même signé par le président du tribunal de commerce, hein, donc de Nanterre, donc, bon, il décide que les articles qui ont déjà été publiés ne violent pas le secret des affaires, donc ne doivent pas être retirés, mais on ne sait pas ce qui sera écrit plus tard, et donc dans le doute, peut-être, éventuellement, si un article venait à violer le secret des affaires de M. Drahi, on va leur empêcher de publier toute nouvelle information. Alors c'était un peu vague, donc toute nouvelle information, c'était pour nous un journal, c'était un peu embêtant parce que c'est un peu notre métier de publier des informations, donc ça aurait pu toucher n'importe quel sujet. Voilà, donc on a évidemment continué à publier. Entre-temps, on avait fait appel. Et en appel, on a gagné sur toute la ligne. Vraiment. À peu près au même moment, c'est-à-dire au mois de novembre, hein, si je ne me trompe pas. À une semaine près. À une semaine près, à Mediapart, on a expérimenté quelque chose d'assez proche, qui était d'ailleurs une action menée par le même avocat, qui a consisté à demander au tribunal de Paris d'interdire la publication d'un article de Mediapart qui relayait, enfin qui évoquait des informations contenues dans un enregistrement du maire de Saint-Étienne. C'est l'affaire du chantage à la sextape, donc vous avez peut-être entendu parler. Et pour cela, le maire de Saint-Étienne et son avocat ont saisi le tribunal en demandant une interdiction d'un article qu'ils supposaient à venir, puisqu'ils avaient reçu des questions pour le fameux contradictoire dont on a parlé tout à l'heure. Donc ils étaient au courant de la publication imminente d'un article, ils ont estimé que c'était un danger, ils ont argué de la vie privée du maire qui pourrait être mise en cause, sachant que c'était une conversation dans sa mairie, dans son bureau avec des adjoints professionnels. Et nous avons reçu une ordonnance du tribunal qui a été rendue de manière non contradictoire, c'est-à-dire que nous n'avons pas été convoqués ni informés de cette procédure avant qu'elle arrive à son terme, que nous ne pouvions pas publier le moindre article qui ferait référence aux enregistrements en question. Et de la même manière que Reflet a pu faire lever cette interdiction par le tribunal de commerce, nous avons pu, au bout de 12 jours, publier finalement l'article qui était prévu, après avoir saisi le tribunal pour nous-mêmes faire lever cette interdiction, demander à être entendu, et dans son jugement, le tribunal reconnaît qu'il a été en quelque sorte trompé dans la manière de présenter les choses par le maire de Saint-Étienne et son avocat. Là, ce genre de procédure-là, qui sortent encore une fois du droit de la presse classique, c'est une nouvelle forme finalement de procédure Bayon, au sens où procédure Bayon,
nous, journalistes, on l'emploie de manière assez courante pour désigner les procédures répétées, pénibles, qui se basent sur le droit de la presse, sur la diffamation, sur l'injure. Vincent Bolloré est un spécialiste d'attaquer le moindre article qui paraît à son sujet, par exemple, mais d'une manière assez traditionnelle. Et puis, voilà, les médias sont obligés de faire face à ça et d'essayer de se défendre. Ces nouvelles procédures-là, qui sont assez inventives, qui passent par d'autres canaux, peuvent être une nouvelle forme de procès bâillon. Alors après, peut-être Sophie, tu peux en parler, mais en télévision, vous avez encore d'autres possibilités. Donc tu parlais des référés avant la publication des enquêtes, avec la possibilité de demander la saisie des C'est ça. reportages. Donc le référé, ce que tu disais, c'est des procédures d'urgence. Donc on avait eu comme ça, on avait fait une enquête, c'était une enquête sur le monde bancaire, et c'était sur une entreprise de recouvrement. Qui effectivement alors parce que nous évidemment aussi la spécificité c'est qu'on fait des caméras cachées. Donc ça c'est légal, la loi autorise les caméras cachées si vous êtes sur un sujet d'intérêt général, ce qui en général est notre cas, et c'est aussi autorisé si vous faites la démonstration devant un juge que vous n'auriez pas pu obtenir des informations autrement que comme ça. Donc d'où la nécessité des caméras cachées, parce qu'en fait nous souvent qu'est-ce qu'on fait comme type de caméra cachée, c'est que on se fait embaucher dans des entreprises pour voir réellement ce qui s'y passe. Et donc là en l'occurrence un des journalistes s'était fait embaucher dans un cabinet de recouvrement et on voyait comment il travaillait pour en fait demander de l'argent qui en fait normalement il n'aurait pas dû demander à des gens qui effectivement continuent à payer des dettes qu'ils n'auraient pas dû payer. Donc c'était quelque chose de potentiellement illégal qu'on révélait. Et donc on l'avait mis en ligne. À l'époque, on mettait en ligne quelques jours avant la diffusion antenne. Et donc là, alors là où c'était assez judicieux de leur part, c'est que c'était pas le cabinet de recouvrement qui nous attaquait, mais les salariés. Sauf que bon, dans la salle d'audience, le cabinet était bien là, etc. Donc il y avait quand même un questionnement à savoir est-ce que c'était vraiment les salariés ou l'entreprise qui demandait à ses salariés de le faire. Et en fait, ils nous ont attaqués en disant voilà, on peut les reconnaître, parce qu'évidemment, on les avait floutés, on avait pitché leur voix, on ne donnait pas leur identité. Et puis, du coup, c'est une violation de la vie privée. Donc, heureusement, on a gagné en première instance et on a gagné en appel, parce qu'en fait, le juge a simplement dit alors déjà, non, ce n'est pas de la vie privée, puisqu'en fait, c'est dans le cadre de leur exercice professionnel et toutes les discussions qui ont été filmées en caméra cachée sont d'ordre professionnel. Et en plus, par ailleurs, ils sont correctement. Alors, parce que référé, vous ne voyez pas en fait ce qui va être. Enfin là, on voyait parce que c'était en replay, mais vous ne voyez pas forcément. On voit très bien qu'ils ont été correctement floutés, les voix pitchées, anonymisées. Donc heureusement, le juge nous a donné raison. Mais c'est vrai que ça aurait pu effectivement, enfin en tout cas c'était un risque que ce reportage ne passe jamais à la télé si effectivement un juge ne nous avait pas donné raison. Donc ça c'est aussi des menaces qu'on peut subir de temps en temps. On a eu, je crois, nous en tout, je regardais là depuis la création de l'émission en 10 ans, 5 référés qu'on a pour l'instant tous gagnés. Alors on l'a dit, le fait de lancer un procès bâillon, une procédure bâillon, ça sert en partie à intimider le média qui va ou qui a publié des informations sur un sujet. Mais c'est aussi un message qui est adressé aux sources des journalistes qui ont travaillé sur ce sujet. Leïla, qui travaille beaucoup sur des sujets sensibles avec des sources qui n'ont pas le droit forcément de te parler, qui sont impressionnées par ce genre de procédure. Quel effet ça peut créer d'être mise en cause dans des enquêtes pour violation du secret défense? Est-ce que c'est pas davantage aux sources qu'à toi que ces procès s'adressent? Je pense que c'est les deux. Et je pense que pour un journaliste, c'est extrêmement angoissant de se rendre compte que potentiellement, il ou elle a exposé la source à d'éventuelles représailles. Je pense que ça, c'est quelque chose, des moments les plus difficiles pour les journalistes. Pas seulement quand on travaille sur des questions de défense, mais sur d'autres questions qui parfois, récemment, on a travaillé sur une enquête sur les violences sexuelles commises en EHPAD, qui était publiée chez Mediapart. Et donc, du coup, là, les menaces, c'était des poursuites pénales pour violation du secret médical, donc contre le personnel soignant qui avait dénoncé les faits, et donc une éventuelle interdiction d'exercer pour ce personnel soignant.
interdiction d'exercer potentiellement à vie. Et donc du coup, pour nous, c'est une pression folle parce que ces personnes-là, effectivement, qui sont des salariés d'EHPAD, qui sont déjà précarisés, si en plus on enlève le droit d'exercer à une aide-soignante, à une infirmière, c'est effectivement une épée de Damoclès très importante qui pèse sur elles. Sur la question du secret défense, j'ai envie de dire, c'est encore ou aussi pire, puisqu'effectivement, si les personnes qui vous ont transmis ces documents confidentiels se retrouvent exposées par votre faute, c'est potentiellement derrière des barreaux qui peuvent se retrouver. Puisque on est devant le tribunal des affaires pénales militaires, et donc du coup qui a une potentialité, qui peuvent non seulement effectivement leur faire perdre leur emploi, mais par ailleurs les emprisonner pour avoir compromis le secret de la défense. Et donc du coup, quand on arrive vers autre chose que du droit de la presse, c'est-à-dire on n'est pas devant un tribunal à défendre des questions de diffamation, mais qu'on est devant un parquet antiterroriste ou devant d'autres types de tribunaux, on ne joue pas à armes égales, puisqu'effectivement, ces personnes-là ont des moyens incroyables d'investigation, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à vos emails, à vos messages. Évidemment, aujourd'hui, nous, on apprend à se défendre contre ça, on utilise des messageries cryptées, on fait en sorte de ne pas mettre en danger les sources, de leur rencontrer au maximum, etc. Donc on protège les sources au maximum. Mais quand il y a des moyens comme ceux du parquet antiterroriste qui sont employés contre vous, là, on ne joue plus du tout à armes égales. Et je pense que toutes ces lois qui avaient été dénoncées au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo par la société civile, etc., on voit aujourd'hui les conséquences que ça a. Le fait d'avoir autant de pouvoir qu'on peut appliquer contre n'importe qui, y compris contre des journalistes, ça veut dire ça. Ça veut dire évidemment exposer les journalistes, mais exposer aussi les sources sans lesquelles on ne pourrait pas travailler. Alors avant peut-être de prendre les questions qu'il pourrait y avoir dans la salle, moi j'ai une dernière question pour chacun et chacune d'entre vous. Est-ce que enquêter en journalisme, c'est forcément s'exposer à des pressions, et est-ce qu'il y a certaines de ces pressions qui seraient suffisamment menaçantes pour vous amener à renoncer ou à baisser d'un ton dans vos recherches? Peut-être en commençant par toi, Antoine. C'est une question un peu complexe. On va dire que dans un État démocratique, non, il n'y a pas vraiment de pression qui pourrait nous faire renoncer à publier nos articles. Mais en fait, on est quand même dans une position encore assez confortable. C'est-à-dire qu'on parle de chiffrement, par exemple, si on ne donne pas les clés qui permettent de déchiffrer le contenu d'un disque dur, enfin voilà, qu'est-ce que l'on risque? On risque d'être condamné, une amende, prison avec sursis, enfin voilà. Mais on n'est pas dans un pays où on va nous mettre une tenaille sur le doigt en disant donne ton code, sinon on te coupe le doigt. Ça existe. Donc il y a des gens qui sont bien plus exposés que nous. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. On est dans une position encore relativement confortable. Je suis parti enquêter sur l'attentat du Bardo en Tunisie. Bon, quand je suis parti avec un ordinateur spécifique que j'avais préparé, qui était vraiment un truc de malade mental, parce que je savais que j'emmenais des documents avec moi. Si je me retrouvais dans une prison, ça allait être compliqué, quoi. Donc voilà, c'est pas le même environnement. Ouais. Alors Sophie, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la même question, et peut-être je rajoute une petite nuance, c'est que toi, il faut aussi, pour que l'enquête que tu as produite soit diffusée, que la chaîne accepte. Est-ce qu'il y a certaines choses qui peuvent décourager une chaîne, par exemple, de faire paraître un numéro de cache? Alors, c'est vrai que quand je dis qu'on est attaqué, ils sont attaqués conjointement. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on a un référé, voilà, une audience quelconque, il y a les deux avocats en fait qui plaident. Donc c'est sûr que ça nous coûte à nous, mais ça leur coûte aussi à eux. Après, tout ce qui est contentieux, les allers-retours, etc., pour le coup, il n'y a que nous qui gérons, c'est normal, parce qu'on est vraiment dans la matière, eux ne le sont pas. Je ne sens pas ça de la part de France Télévisions. Après, on ne fait que 6 numéros par an. Donc, voilà, donc heureusement pour eux, ce n'est pas tout le temps.
Donc je sens pas cette appréhension-là. Et puis bon, c'est vrai que, enfin voilà, nous on n'est pas comme Leïla sur des sujets sensibles, voilà, militaires, etc. On est plus sur l'investigation économique. Donc est-ce que ça nous décourage? Moi, je dirais que non, mais parce que j'ai la chance aussi de travailler, effectivement, où je suis liée à un média où on a quand même les moyens de travailler. Je dirais peut-être pas la même chose si j'étais dans une structure plus précaire. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai commencé la première enquête d'investigation économique que j'ai fait en télé. Bah voilà, ça s'est soldé par un référé de Veolia. Donc voilà, d'ailleurs, c'était marrant parce que cette avocate, maintenant, c'est celle de Cash, mais ça a commencé avec elle, en fait. Donc ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Et finalement, je crois que tout le journaliste finit par totalement l'intégrer. C'est-à-dire que c'est vrai que Leïla, tout à l'heure, tu disais, voilà, presque agacée d'avoir un avocat. Moi, en fait, c'est marrant, je ne me pose même plus la question. Donc c'est peut-être aussi étrange. Mais c'est vrai qu'en fait, on l'associe à tout parce qu'en fait, on a intégré que c'était notre meilleure protection, en fait, et qu'on n'avait pas le choix, et que c'était comme ça. Et finalement, c'est une sorte d'un peu c'est un sport de combat, l'investigation. Donc, tu sais que bah, voilà, ça fait partie de tes armes, on va dire. Et c'est vrai que parfois, moi, mes journalistes qui sont un peu moins aguerris, quand on en recrute des jeunes, ils me disent non, mais attends, pourquoi on fait ce droit de réponse, non, puis pourquoi on fait ça, etc. En fait, tu leur dis juste, mais en fait, ça fait partie du truc. Enfin, c'est comme ça. Et donc, voilà, et tant que voilà, on gagnera les procédures ou que même ils se désisteront dans le cadre de procédures, je pense enfin, moi, je continuerai à me dire que c'est jouable et que c'est possible, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut intégrer cet état d'esprit qui peut paraître peut-être étrange de l'extérieur, quoi. Et toi, Léla, comment ça se fait que tu ne sois pas découragée et que tu continues? Je pense que globalement, il y a quand même un gros soutien, que ce soit des lecteurs et des lectrices de Disclose qui voient que le travail a un impact, qu'à aucun moment donné, ces attaques devant les affaires pénales militaires, etc., ne remettent en cause la crédibilité de Disclose. Bien au contraire, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a une attaque supplémentaire, à chaque fois il y a des soutiens supplémentaires de la part des lecteurs et des lectrices, et je pense que ça, c'est quand même particulièrement important. Non, je crois que ni à Disclose ni ailleurs, je pense qu'il y a eu des questions de découragement. Après, pour l'instant, aucun journaliste de Disclose, ni d'Investigate Europe, ni d'ailleurs, ne s'est retrouvé derrière les barreaux, quoi. Enfin, soyons très clairs, pour le moment, on n'est pas à la tenaille, il n'y a pas de couteau sous la gorge, ni quoi que ce soit. Ça peut être impressionnant, mais on n'en est pas encore là. On a des avocats qui acceptent de nous défendre tout feu, tout flamme, des fois pour pas beaucoup d'argent. Et donc du coup, effectivement, tout ça, c'est encourageant. Après, j'ai envie de vous dire, on n'est jamais à l'abri. Faut se dire ça. Le vent peut tourner, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on continue. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Parce que je ne vois rien du tout. Ouais, je vois les gens qui lèvent la main, mais... Ouais, je vais le donner alors. Après, je peux plus parler si je le donne. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos différentes interventions. J'avais une question tout à l'heure, Madame Le Gall, vous avez évoqué un média qui avait qualifié de tendancieux un de vos papiers qui avait fait l'objet d'une procédure Bayon. Est-ce que de la même manière qu'il existe des procès Bayon, il n'existe pas une forme un peu de journalisme Bayon qui aurait pour conséquence, en quelque sorte, d'exercer une influence sur vous, journaliste d'investigation, et dans certaines affaires un peu touchy, vous mènerait à vous poser des questions sur l'opportunité ou non de mener des enquêtes. Est-ce que c'est un facteur que vous prenez en compte et est-ce que ça a une influence dans votre travail? Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça ne nous bâillonne pas, mais après, on n'est pas dupes des papiers qui sortent contre nous. C'est toujours un peu les mêmes médias, en fait, qui écrivent contre nous. Et surtout, et c'est là où on voit le truc très pernicieux, parce qu'en fait, tout ça fonctionne merveilleusement bien au final. Donc là, on a eu un référé à gérer il y a 3-4 semaines, et on voit arriver dans les papiers, en fait, dans les pièces déposées par les avocats de la partie adverse, c'était Lidl. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Des papiers qui nous dénigraient.
Donc c'est formidable parce qu'en fait, vous vous dites tout ça en fait a un sens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces papiers-là, vous vous dites sur le coup, bon, c'est sûr que c'est chiant, quoi, d'avoir des articles qui sont négatifs sur notre travail et surtout sur quoi ils se basent pour être négatifs. Mais surtout, en fait, ils vont servir après dans le cadre de procédures, en fait, pour une fois de plus nous salir devant le juge. Donc là, heureusement, ce papier-là, qui était vraiment un torchon, où on n'avait pas été sollicité pour le coup, eux n'avaient pas fait le travail de contradictoire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un droit de réponse où, point par point, on reprenait toutes les accusations et donc on l'a produit devant nous, le juge. Du coup, ok, il y a ce papier, mais nous, regardez ce qu'on avait répondu à l'époque. Mais vous voyez, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être judiciaire, ça peut être devant des comités d'éthique, ça peut être via des médias interposés. Et donc, c'est effectivement une sorte de truc un peu informe sur lequel vous devez être vigilant. Et c'est pour ça que nous, à chaque fois d'ailleurs, parce que par exemple, le papier de challenge dont je parlais, il ne nous avait pas sollicité. Il n'y a pas eu de contradictoire non plus de fait. Donc il a fallu, après, qu'on leur dise, attendez, on peut peut-être quand même vous expliquer ce qui s'est passé et qu'on fasse le travail de contradictoire. Mais c'est-à-dire que nous, à chaque fois, effectivement, on est vigilant de chaque papier parce que finalement, maintenant, on sait que si on ne répond pas, ce qui en fait ne fait pas partie de notre métier, enfin moi, mon boulot, c'est pas de répondre à d'autres journalistes, vous voyez, mais si je ne le fais pas, un jour, ça va se finir dans une procédure. Et là, le juge pourra dire, bah oui, mais vous n'avez pas répondu à l'époque, quoi. Donc tout ça, ça nous prend énormément de temps. Et effectivement, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Moi, je voulais vous poser une question qui est un petit peu plus logistique, on va dire. Vous avez mentionné vos avocats et en fait, comment vous les trouvez? Il y a des avocats spécialisés, il y a des intérimaires, enfin, je sais pas. En fait, pour le droit de la presse, il y a un certain nombre de journalistes qui sont connus et spécialisés dans ce domaine-là. Après, on peut avoir des surprises, puisque nous, on avait choisi notre avocate pour une autre affaire qui était, entre guillemets, classique, celle-là, puisque c'était une attaque en diffamation, après une enquête. Voilà. Et elle s'est retrouvée à devoir aller plaider devant le tribunal de commerce, ce qui n'est pas du tout son lot habituel. Donc elle était, enfin, je veux dire, elle s'en est très bien sortie, mais c'était plus compliqué pour elle, puisque ce n'était pas son métier. Donc voilà. Mais la plupart, je pense, des journaux choisissent leurs avocats parce qu'ils sont spécialisés dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire le droit de la presse. Ouais, nous, c'était en fait tout simplement, c'était une juriste de France Télévisions qui a fini par devenir avocate à son propre compte, donc qui connaît très très bien le droit de la presse et le droit de la presse audiovisuelle, parce qu'encore une fois, ce que je disais, les caméras cachées, par exemple, c'est vraiment un truc très spécifique. Le fait de ne pas dévoiler des sources, de flouter ou d'utiliser des acteurs, des comédiens pour protéger des sources, etc. Ça, c'est vraiment des choses très spécifiques à la télé. Et effectivement, voilà, c'est un droit qu'elle connaît bien. Et d'ailleurs, la plupart des agences de presse audiovisuelle à Paris sont défendues par elle, en fait. Bonjour, merci. Savoir si politiquement, il y a des femmes et hommes politiques qui s'emparent de cette question-là et qui effectivement pointent du doigt ces entraves à la liberté de la presse, au droit d'informer. S'il y a des noms, on les veut. Alors malheureusement, moi, je ne connais pas tous les noms de ceux qui pourraient avoir déjà dit quelque chose, et je m'en excuse si on nous a défendus et que je m'en suis pas rendu compte. Mais je sais qu'au moment des affaires de censure préalable, justement, qu'on a vécu Reflet et Mediapart, il y avait la sénatrice Nathalie Goulet qui a demandé la modification de la loi pour qu'il soit impossible de recourir à de telles procédures d'exception quand il s'agit de droit de la presse en réalité. Donc pour éviter de contourner le droit de la presse dont on parle depuis tout à l'heure par des procédures un peu nouvelles. Et je pense qu'elle n'était pas la seule. D'ailleurs, elle a déposé, je crois, une proposition de loi, mais qui était soutenue par d'autres hommes et femmes politiques. Donc oui, ça peut arriver. Après, il faut savoir que les hommes et femmes politiques sont aussi des auteurs de procès bâillons à répétition. Donc ça dépend dans quelle situation ils se trouvent à ce moment-là. Il y a en fait des projets européens pour essayer d'encadrer les procès bâillons. Et surtout,
et donc il y a des gens chez LFI qui poussent ça aussi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, peut-être qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, c'est que on est, nous, journaux ou enfin médias en règle générale, on est toujours perdant en fait à la fin sur ces procès. Pourquoi? Parce que on va avoir dépensé beaucoup d'argent, même si on gagne, on a dépensé beaucoup d'argent, on a dépensé énormément d'énergie parce que c'est excessivement chronophage, il faut tout reprendre, toute notre enquête, aller chercher point par point tout ce qu'on a dit, se défendre sur des détails, etc. Ils le font exprès, ils nous embarquent sur des points de détail de notre enquête. Donc on passe un temps et une énergie folle là-dessus, et donc c'est du temps qu'on ne passe pas à continuer nos enquêtes, et donc à la fin on est perdant. Pourquoi? Parce que même si on gagne, on va récupérer 3 francs 6 sous, c'est-à-dire que les cours vont nous attribuer un petit peu d'argent sur ce que l'on a dépensé, mais ça va être 10% ou 20% de ce que l'on a dépensé en frais d'avocat, donc on est toujours perdant. Ça c'est quelque chose qui pourrait être changé en fait assez simplement, c'est-à-dire que quand un journal gagne, on condamne l'entreprise à régler l'ensemble des dépenses qui ont été engagées sur facture. Ce qui est déjà le cas, hein. On doit présenter des factures quand on va déterminer le montant que l'on demande, mais même comme ça, on n'a jamais l'ensemble des dépenses. On va nous dire que l'avocat a pris trop cher ou n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel les législateurs pourraient travailler pour dissuader les entreprises ou les politiques de se lancer dans ce genre de procédure. Eux sont complètement gagnants parce que la plupart du temps, quand c'est une entreprise qui engage les poursuites, bon, bah, c'est vous imaginez bien que le budget du groupe Altis pour le contentieux chaque année doit se compter en dizaines ou en centaines de millions. Donc voilà, pour eux, c'est une goutte d'eau d'aller attaquer Reflet. Mais pareil pour les politiques, quand ils font un procès en diffamation, souvent ils vont bénéficier d'une protection juridique qui leur est accordée. Donc c'est pas leur argent, c'est pas leur temps, il n'y a pas du tout la même pression pour eux, donc ils sont gagnants à tous les coups. Voilà. Et puis ils peuvent annoncer, alors c'est une spécificité du droit de la presse, ils peuvent annoncer publiquement qu'on a été mis en examen pour diffamation. En fait, c'est une procédure qui est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils portent plainte pour diffamation, on est convoqué, on est mis en examen. Donc, évidemment, ça ne préjuge pas du résultat, mais le résultat, c'est 2 ans après, 3 ans après. Tout le monde a oublié le détail du truc quand le résultat arrive. Je voulais juste ajouter un mot parce que, à force, et étant donné que le thème de cette rencontre, c'est les procès Bayon, je voudrais juste pas qu'on oublie, de notre part, qu'on est tout à fait conscient que les journalistes sont responsables de ce qu'ils écrivent. Qu'on doit répondre d'éventuelles erreurs, qu'on doit répondre d'un terme malheureux qui serait exagéré pour désigner quelqu'un, qui serait injurieux. On n'est pas du tout en train de vous dire qu'on considère être au-dessus des lois ou qu'on serait irresponsable devant les tribunaux. On est tout à fait d'accord pour que notre responsabilité soit discutée, pour qu'on soit condamné si on a eu tort ou si on s'est mal exprimé dans un article. On pèse nos mots quand on écrit, quand on publie, on fait attention, on essaye de le faire au maximum. Il peut y avoir des choses qui nous échappent, on peut se tromper, on est faillible et on est aussi responsable de nos actes. Là, on vous parle spécifiquement de ce que nous on appelle les procès Bayon, c'est-à-dire des procédures qu'on considère nous comme abusives et comme injustifiées, avec pour seul but de discréditer le journal, le média qui a publié des informations sur un sujet. Voilà, mais juste pour préciser ça, qu'il ne s'agit pas du tout de dire que les journalistes sont au-dessus des lois. Justement, c'est un peu en lien avec ça. Est-ce que les 5 condamnations de Mediapart, c'était pour diffamation? Est-ce que vous vous rappelez, c'était pour diffamation, injure ou autre chose, violation de la vie privée ou des choses comme ça, parce que c'est intéressant de voir à quel moment ça marche. Et là, juste deuxième chose, est-ce que vous avez noté une spécificité des procès aussi autour des violences sexuelles? Parce que quand moi je vois ça, je pense à un autre truc de Bayon classique, c'est que dès qu'on rend public une accusation de violence sexuelle, le chantage à la plainte pour diffamation est quasi immédiat, même pour des gens qui pour le coup ont c'est pas forcément des Harvey Weinstein, ça peut être n'importe qui. Voilà.
Alors sur les 5 procès de Mediapart, je serais bien embêtée de vous répondre parce que je les connais pas par cœur, mais c'était oui des procédures classiques, diffamation. Alors injure, ça m'étonnerait, violation de la vie privée peut-être, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'était de la diffamation dans lesquelles, enfin ils sont détaillés dans la petite brochure dont je vous parlais, mais ça donne pas, enfin ça dit pas sur quelles affaires c'était. Donc ça dit juste, on a été condamné une fois pour un droit de réponse publié trop tardivement. Un autre, c'était, tu l'as lu tout à l'heure Sophie aussi, un contradictoire avec un délai insuffisant, c'est-à-dire on a envoyé les questions à quelqu'un, puis on a publié sans réponse de sa part, et le tribunal a considéré qu'on n'avait pas laissé assez de temps à la personne pour répondre, hein, ce qui est aussi de la responsabilité des tribunaux d'apprécier ça, et effectivement on doit faire attention à laisser le temps nécessaire. Là je ne sais pas quel était le cas en l'espèce. Voilà, c'était des choses comme ça, et une fois on a été condamné pour une base factuelle insuffisante, donc là ça veut dire que c'est pour de la diffamation. Ça veut dire que le tribunal a considéré qu'on n'avait pas assez prouvé ce qu'on disait, en gros, pour résumer. Et sur les violences sexuelles, on en parlait d'ailleurs en préparant un peu le débat tout à l'heure entre nous, avec quelqu'un dans les loges, et on se disait que oui, évidemment, les violences sexuelles, parce que c'est une question d'image publique aussi pour les hommes qui sont accusés de violences sexuelles, la plainte en diffamation vise à la fois les journaux qui publient et les victimes elles-mêmes, les personnes qui dénoncent elles-mêmes. Dans le cas que nous on a connu à Mediapart, qui est le plus emblématique, c'est l'affaire Denis Baupin, qui était accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. De fait, ça s'est transformé, ça s'est retourné contre lui, parce que toutes ces femmes ont commencé à prendre la parole publiquement, et le fait de les avoir attaquées lui a plutôt porté préjudice, parce que l'audience, c'est souvent comme ça par ailleurs quand on porte plainte pour diffamation. Je veux pas dissuader quiconque de le faire, mais souvent il y aura un débat, quoi. Et s'il y a un débat, les personnes qui accusent viennent dire ce qu'elles en pensent devant tout le monde, et il faut être prêt à assumer ça si on porte plainte en diffamation. Et par exemple, ce qu'on disait aussi juste avant d'arriver devant vous, Patrick Poivre d'Arvor, qui est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, je ne veux pas me tromper dans le nombre, donc je ne vais pas donner de nombre, a annoncé très très vite, après la publication des premiers articles, qu'il allait porter plainte contre elle, et notamment pour dénonciation calomnieuse. Eh bien, ces procès-là, qui sont du droit de la presse, parce que le droit de la presse n'est pas réservé aux journalistes, hein, c'est pour toute forme d'expression publique, on peut être amené devant les tribunaux dans ce qu'on appelle du droit de la presse. Ces femmes-là seront probablement traduites devant un tribunal avant que les enquêtes visant Patrick Poivre d'Arvor pour des faits de nature sexuelle soient terminées. Donc il y a aussi un effet de temporalité qui peut être intéressant pour la personne qui se plaint de ces accusations-là, puisque elle serait jugée pour ce que lui considère comme des mensonges avant que lui ne soit jugé, ou en tout cas avant qu'il y ait une décision pénale qui concerne les faits au fond, quoi, les choses dont il est accusé. Voilà. Donc évidemment que les violences sexuelles, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot ou si quelqu'un veut ajouter un mot là-dessus, mais évidemment que c'est un énorme terrain de procédure, parce que ça porte directement sur l'honneur des personnes. Et au fond, on est dans la même démarche d'intimidation, on est dans une démarche de silenciation des victimes ou des survivantes de violences sexuelles. Évidemment, on ne se compare pas du tout aux victimes de violences sexuelles. Je pense que la démarche, elle est la même. On veut les faire taire. Et donc, du coup, on va faire peser une menace politique, une menace financière sur elles. Parce qu'après, effectivement, elles aussi, elles vont devoir aller trouver des avocats, l'argent pour aller trouver des avocats, se défendre de ce qu'elles ont raconté, sachant qu'il faut déjà du courage pour parler. Effectivement, ça fait beaucoup. Mais ça peut aussi parfois retourner, c'est ce que disait Camille Polony, la balle dans leur camp, puisque par exemple, notamment dans les procédures où les violences sexuelles sont prescrites, quand elles sont attaquées en diffamation, elles peuvent elles-mêmes se retrouver face à celui qu'elles dénoncent, et donc du coup avoir une chance de se retrouver face à lui devant un tribunal, ce qu'elle n'aurait pas eu si jamais elle avait porté plainte pour les faits de violence sexuelle dont elle a été victime. Donc du coup, bon, effectivement, la balle peut se retourner, mais bon, ça ne justifie pas du tout la démarche de ces personnes-là. Bonjour. Je ne sais pas si l'un de vous ou d'autres ont traité ce sujet. Est-ce que sur la période du Covid, vous avez eu des difficultés particulières à
enquêter et à révéler des choses sur la crise Covid? Parce qu'on a entendu qu'il y avait quand même des censures, il me semble. Donc je voulais savoir si vous avez eu des problèmes particuliers pour en parler ou pas. Les deux censures dont on a parlé, c'est très récent et c'est des censures au sens interdiction avant publication, mais c'est très rare. Pendant le Covid, non, à part la difficulté de joindre les gens, mais comme vous tous, vous avez eu du mal à vous voir, bien en fait, nous, on a eu du mal à voir nos sources pendant le Covid, et donc on pouvait parler et continuer à enquêter à distance, mais on avait les mêmes soucis que tout le monde, c'est-à-dire qu'on était coincés. Voilà. Enfin, peut-être un peu moins que tout le monde, parce qu'il y avait des exceptions où on avait le droit pour le travail de sortir un peu, mais voilà, c'était pas évident. Je crois pas qu'il y ait eu de censure particulière, mais ça me permet de rebondir sur quelque chose. Si on se replace sur une échelle de temporalité un peu plus longue, on l'a évoqué un petit peu au début du débat, il y a quelques années, on ne se posait pas autant de questions, enfin en tout cas pour moi, on ne se posait pas autant de questions juridiques avant de publier, mais c'est devenu effectivement incontournable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Alors, la première chose, c'est que effectivement, et les politiques et les entreprises sont devenus beaucoup plus susceptibles et ont plus, je pense, recours à la justice pour se plaindre en fait des articles. L'autre chose, et là c'est, vous disiez, est-ce que vous avez du mal à avoir des informations? Quelque chose que moi je note depuis quelques années, je pense un petit peu avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est que les institutions publiques qui sont là normalement, qui doivent rendre compte de leur action, puisque vous allez élire des gens qui vont vous représenter finalement, donc normalement ils devraient être comptables de ce qu'ils font. Personnellement, un reflet, alors c'est un cas particulier, mais voilà, c'est un journal peut-être un peu particulier qui fait qu'on a beaucoup de mal à avoir des réponses. Généralement, on n'en a jamais. Si on pose des questions dans les ministères, on n'arrive jamais à avoir un interlocuteur. On est tout le temps bloqué au niveau du service de presse qui nous dit « on va vous répondre » et puis qui ne nous répondent pas. Donc effectivement, nous, ça nous ralentit dans la publication parce qu'effectivement, on veut laisser du temps pour avoir une réponse. Puis à la fin, on est toujours obligé d'écrire, non pas souhaiter répondre à nos questions. C'est un petit peu fastidieux en fait. Et je pense que quelque part, ça dit quelque chose de l'état de notre démocratie quand les ministères, les préfectures, plus personne ne veut répondre aux journalistes, en tout cas à nous en particulier. C'est très juste ce que tu dis, et c'est vrai que nous d'ailleurs c'est pour ça, Cache Investigation, on a décidé de pousser le contradictoire jusqu'au bout. En fait, c'est né de ça, c'est né d'un journalisme auquel on ne répond pas. Et puis après, le lendemain de la diffusion, on va trouver des collègues qui vont être totalement d'accord pour dire « Ah non, ils ont fait un sale boulot ». Mais en fait, ils n'ont pas répondu aux questions au moment où on leur posait les questions. Donc c'était vraiment la logique de Cache à l'origine, qui a été pensée par Jean-Pierre Canet et Laurent Richard. C'était de dire « Ok, on ne va pas se contenter en fait de ce courrier » qui en plus à l'antenne en télévision est un peu difficile. Après, en plus, vous pouvez vous faire attaquer parce que vous n'avez pas cité un assez long passage du courrier. Donc, on va aller les voir jusqu'au bout et on va tenter ce contradictoire jusqu'au bout. Et c'est marrant parce qu'en France, finalement, quand moi je dis que je travaille pour cette émission, on a l'impression que c'est ça qui choque les gens. C'est qu'on ose aller voir les gens. C'est juste lunaire, en fait, parce que c'est plutôt l'inverse en France. Moi, je pense qu'il y a quand même un gros problème démocratique en France là-dessus. Et je pense que les citoyens devraient tous s'interroger. C'est qu'on accepte, alors les entreprises peut-être, mais même les hommes politiques, etc., qu'on ne nous réponde pas. Et tout le monde trouve ça totalement normal. Alors qu'en fait, on devrait complètement renverser ce système. Et en fait, nous, on est parfois considéré comme un journalisme agressif. Pour moi, c'est offensif. Mais en fait, si on est offensif, c'est parce qu'en fait, il y a déjà un dysfonctionnement total, à savoir un refus de répondre sur des questions d'intérêt général. Et c'est vrai que moi, quand on se retrouve, moi je me suis parlé avec Olivier Véran qui avait refusé de nous répondre, en ministre de la Santé, sur les déserts médicaux et les cancers, vous dites, mais c'est pas possible. Comment on peut être dans un pays où c'est normal de ne pas répondre à ces questions-là?
Et juste pour finir, parce que justement, c'est là où je m'étais dit, on a quand même un sérieux problème en France. Je vous invite à regarder, c'était la dernière saison de Borgen. Donc je regarde cette saison et à un moment, donc l'actrice principale joue le rôle d'une ministre des Finances, donc c'est l'équivalent de Bercy. Et elle refuse de répondre à des questions. Et donc, il y a une rédaction, en fait. Et là, c'est génial, la séquence est géniale. Parce que quand vous êtes français, vous vous dites, ouais, on dysfonctionne vraiment. C'est qu'elle dit, tu te rends compte, on a essayé de la solliciter. Et là, ça fait 2 fois qu'elle nous répond par mail. C'est antidémocratique. On va faire tout un travail de data pour savoir combien de fois, en fait, ces dernières années, on a osé répondre à des journalistes par mail. Génial comme séquence, quoi. Et là, tu te dis, OK, donc en France, c'est totalement normal parce qu'en fait, on a tous intégré que c'était la logique, en fait. Et en fait, ça arrange bien ceux en face. Hein. Mais les citoyens aussi devraient quand même s'interroger là-dessus parce que, en fait, nous, dans chaque courrier, ce qu'on leur dit, c'est vous devez vous exprimer au nom des citoyens que vous représentez. Et on a l'impression qu'en France, c'est un truc qui ne prend pas du tout, quoi. Oui, juste pour dire l'histoire du mail, c'est un peu marrant parce que à chaque fois qu'on appelle un service de presse et qu'on dit on voudrait parler à la personne qui est en charge de ce dossier au ministère, on nous répond envoyez un mail, on vous répondra. C'est complètement déshumanisant. Enfin, on ne peut plus avoir un interlocuteur au téléphone et lui poser des questions de toute façon, puisqu'il ne sera pas chaperonné par le service de la com, et par 15 conseillers, etc. C'est infernal. Après, ça pose aussi une question. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur ce que tu disais sur notre pratique, notre métier. Moi, j'ai un exemple assez frappant. J'essaye de ne jamais aller aux conférences de presse parce que je pense que c'est un théâtre, une mise en scène. Mais je l'ai fait il y a 1 an ou 2 au ministère de la Défense. Et je me suis retrouvé en fait dans une salle où tous les journalistes étaient finalement copains comme cochons avec les porte-paroles du ministère, posaient des questions, obtenaient des réponses complètement à côté de la plaque par rapport à leurs questions et se contentaient de ça en fait, ne relançaient pas. Et quand est arrivé mon tour, je pose une question en disant voilà, vous avez subi des attaques informatiques, est-ce que vous pouvez nous dire combien de serveurs ont été impactés, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les données ont été touchées, etc. Et le type me répond complètement à côté. Et donc moi je réponds, je dis mais attendez, non, vous ne pouvez pas me répondre ça, c'est impossible. Ça n'est pas la réponse à la question que je vous ai posée, je voudrais que vous répondiez à ma question. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un conseiller du ministère, conseiller presse, qui a mis fin en fait à notre échange parce que j'en étais à la 3e fois où je disais à la personne non, votre réponse n'est pas satisfaisante. C'était complètement incongru, quoi. En fait, d'ailleurs, il m'a dit vous n'avez pas un truc du genre vous n'avez pas les codes en fait de nos rencontres, quoi. En gros, c'est pas comme ça qu'on travaille en fait. Bah oui, mais vous ne travaillez pas normalement en fait. Les questions devraient être il devrait y avoir des réponses aux questions, pas un blabla qui n'a aucun intérêt, quoi, ou répondre à côté, c'est pas normal. C'est compris dans la Déclaration des droits de l'homme, je ne connais plus l'article, mais tout citoyen a le droit de demander des comptes à un agent public de son administration. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire pour vous, parce que en fait, nous, c'est cool, on a des obsessions personnelles sur des sujets et on aime bien avoir la réponse, mais le but, c'est de pouvoir vous retranscrire ça. Et c'est pour ça que c'est très important ce que vous avez dit, je pense, parce qu'il faut aussi que les lecteurs et lectrices le sachent, dans quelles conditions ça se passe. Et parfois, quand on écrit telle autorité n'a pas souhaité nous répondre, en fait, ça veut dire tout ce que vous ont expliqué Antoine et Sophie. Cette semaine, pour vous donner un exemple, j'ai travaillé sur le maintien de l'ordre de Sainte-Soline, la manifestation du samedi 25. Et on a essayé de reconstituer un peu avec des collègues tout ce qui avait pu se passer. Pour ça, on s'est basé sur les témoignages qu'on avait recueillis, évidemment, mais aussi sur le rapport officiel qui a été rendu public par la préfecture des Deux-Sèvres et par la direction de la gendarmerie nationale mardi après-midi. Donc on travaille, on confronte un peu les éléments de la préfecture à ce que nous ont dit des gens sur place, ça marche pas. Il y a des choses il y a des impossibilités en fait dans ce qu'écrit la préfecture et des incohérences horaires. On a essayé, après avoir déjà fait un article, on en a fait un deuxième, on a essayé de solliciter la préfecture sur ces incohérences-là, c'est-à-dire la suite de ce qu'ils avaient déjà publié. Ils avaient déjà rendu public leur version de tout ce qui s'était passé pendant cet après-midi-là, mais on avait besoin de savoir ce qui répondait à ce qu'on avait trouvé nous.
La réponse a été, par mail, je vous précise parce que c'est important, la réponse a été nous avons publié notre rapport, merci de vous y référer. Voilà. Mais c'est-à-dire que le rapport, il est publié, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas et on ne peut pas avoir de réponse supplémentaire. Et ça, c'est très important parce que pour faire avancer un peu le schmilblick et réussir à ce que l'information progresse et que ce ne soit pas juste communication contre communication, version de la préfecture contre version des manifestants. Pour ça, il faut qu'il y ait un échange en fait. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'on puisse dire nous on a trouvé ça, mais peut-être que vous avez quelque chose à en répondre, peut-être qu'on s'est trompé, ou alors vous avez une autre façon d'analyser le problème, ou alors cet horaire d'hélicoptère, vous estimez qu'il est faux et vous vous êtes trompé la première fois. Enfin voilà, on peut s'expliquer. Mais ce que ça amène, ce genre de situation très figée où en fait la communication est bordée avec pas de possibilité d'échange, c'est que l'information ne peut pas gagner à la fin. On en reste sur des positions qui sont, on a donné la version des deux, super, on a donné la version des deux, mais il y en a un qui se trompe ou qui ment. Donc à un moment, il faut qu'on trouve la solution. Et ça, c'est pour vous qu'on le fait, c'est pas juste pour le plaisir. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête dans très peu de temps. Donc peut-être une dernière question et c'est tout. Oui, on a parlé du coup des procès Bayon. Ma question, elle est très simple. Est-ce qu'il y a aussi d'autres manières qu'ont les gens sur lesquels vous enquêtez de vous bâillonner que la voie légale? Est-ce qu'il y a des personnes... Est-ce qu'il y a de l'intimidation? Enfin, moi, je pense à des élus, notamment, qui ont travaillé sur l'eau il y a des années, hein, mais qui se sont plaints d'avoir eu des enquêteurs embauchés sur eux par Veolia pour enquêter sur leur vie privée. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a aussi en dehors du légal, voire même qu'est-ce qu'il y a d'extra-légal ou d'illégal auquel vous pouvez faire face? On a eu une fois quelque chose de ce genre. Reflet s'est un peu fait connaître au départ en écrivant sur les outils de surveillance de type massif à l'échelle d'un pays. Et donc on a beaucoup écrit sur ce que la France avait vendu en Libye, au Maroc, partout. Et sur une entreprise américaine qui s'appelle Blue Coat, qui s'occupait dont les outils étaient utilisés en Syrie pour faire la censure du web. C'est-à-dire que quand vous demandiez à accéder à un site qui serait le parti d'opposition à bachar-el-assad.org, on vous disait que ce site n'existait pas, alors qu'en fait, bien sûr, il existait. Il y avait des machines au milieu, sur le chemin, qui vous répondaient que ça n'existait pas. Ces machines-là, donc on les a découvertes en Syrie, on a publié les logs et les traces informatiques de ce que faisaient ces machines. Et on a eu en 24 heures 2 personnes différentes, mais pas des gens lambda comme ça. C'était un haut fonctionnaire et un patron d'entreprise française qui nous ont passé le message, qui nous ont dit si vous continuez à écrire des choses comme ça, vous allez prendre une balle dans la tête. Alors c'était marrant parce que c'était la même phrase pour ces 2 personnes qui ne se connaissaient pas. Enfin a priori. Tout ça en 24 heures. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a écrit un article pour raconter ce qui se passait. Donc on a dit, voilà, ces 2 personnes nous ont dit ça. Et donc du coup, par précaution, on prend toutes les données que l'on a récoltées au fil de nos enquêtes, on les met dans un carton avec un mode d'emploi que pour les journalistes à qui on va le donner, ce carton. Et en l'occurrence, on a écrit qu'on allait le déposer dans les locaux du Canard enchaîné, avec un petit mot pour si jamais il nous arrivait quelque chose, qu'ils sachent quoi chercher dans ce carton. Donc on a écrit cet article, on a rendu public ces menaces, et du coup on a eu 2 heures après des coups de téléphone paniqués des personnes. Ah, on n'a pas du tout voulu dire ça, c'était pas ça, etc. Mais bon, voilà. Donc en fait je pense que le fait de rendre public ce genre d'actions qui sont rares, hein, là c'était vraiment une fois en 12 ans, en 13 ans, c'est rien. Donc voilà, je pense que ça marche, ça calme un peu le jeu, quoi. Merci pour cet échange. On va devoir y aller parce que tout le monde doit prendre des trains. Et moi, en tout cas, je reste là si vous avez besoin d'échanger un petit peu plus sur le sujet. Mais là, c'est l'heure. Merci.